votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Après un mouvement d'humeur d'une durée de 15 jours, le syndicat des travailleurs de la justice en remet une couche. Ses membres viennent de décréter 72 heures de grève à partir de ce lundi. La raison, ils n'ont pas apprécié la sortie du ministre de la Justice, leur recommandant de faire une formation spécifique, une formation que les camarades d'Aya Boun Diop ont d'ailleurs boudé. Vous les entendrez dans ce journal. Le Togo en crise, des membres de la société civile sénégalaise et de la diaspora togolaise montent au créneau et annonce une marche prévue ce samedi pour d'une part dénoncer les dérives du régime togolais et d'autre part pousser la CEDEAO à sortir de son mutisme. CAN féminine de football à 2 jours du coup d'envoi, le sélectionneur affiche ses ambitions. Face à la presse, Mame Moussa Cissé revient sur l'importance de bien entamer la compétition en assurant une victoire face à la République démocratique du Congo. Un match, je rappelle, prévu ce 6 juillet à 14h GMT. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Du nouveau dans la mort du jeune Talla Keita à Rosso au Sénégal. Une troisième personne a été arrêtée et placée en garde à vue. Il s'agit d'un civil qui aurait conduit la voiture au domicile de la victime. Les 3 personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête seront présentées au juge dans les heures à venir. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Abibsek. Les enquêteurs ont arrêté une 3e personne dans le cadre de l'enquête sur la mort de Talla Keita, un jeune homme de 18 ans originaire de Rosso au Sénégal. Selon les informations disponibles, cette personne, qui est un civil et non un policier, avait un différend avec la victime et serait propriétaire de la voiture qui a transporté Talla Keita. L'enquête suit son cours normal et les 3 personnes arrêtées, dont les 2 policiers dans le dossier de la mort de Talla Keita, sont toujours en garde à vue au commissariat central de Saint-Louis. Les enquêteurs cherchent à éclaircir les circonstances de la mort de la victime et à déterminer les responsabilités. Alors que le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé au ministre de l'Intérieur et des Forces armées de faire un audit sur la formation des forces de sécurité, Mbaye Sadi Diop rappelle que la police sénégalaise est citée en exemple à l'international à travers diverses missions des Nations Unies. L'ancien porte-parole de la police, aujourd'hui à la retraite, invite la hiérarchie à imposer l'utilisation de caméras embarquées lors des interventions des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de Chérif Dia. Aujourd'hui, parler de l'audit, je dis, ils sont au niveau de l'État. Ils ont le droit de faire des audits et ça va se faire. C'est à l'issue de ces audits qu'ils vont peut-être dire ce qu'ils ont eu à relever. Ce que je peux dire clairement, c'est que la formation que la police sénégalaise a aujourd'hui lui a permis de pouvoir être utilisé au niveau international par les Nations Unies. À l'heure où je vous parle, le Sénégal est présent dans certaines zones où il y a de vives tensions et elle est, la police, très appréciée dans ces zones-là. Pour ce qui est de la bavure, j'aurais préféré qu'une enquête puisse déterminer la responsabilité de ceux-là qui ont été désignés d'abord avant de parler de bavure. Il se passe des choses, avant même qu'une enquête ne soit ouverte, les gens sont déjà accusés. Et ce qui me faisait dire qu'il faudrait plus faire une enquête, il faut simplement mettre les gens à la guillotine. Pour ce qui est de la caméra, j'ai vu l'annonce qui a été faite depuis quelques mois. D'ailleurs, je pensais qu'à pareil moment, les gens auraient déjà leur caméra. Au tout début, je ne sais pas si ça va évoluer ou non, c'était surtout par rapport aux agents qui sont à la circulation qu'on parlait de ces caméras. Mais je dis, une caméra portée peut toujours permettre peut-être de voir ce qui s'est réellement passé et ça peut aider à l'éclairement de la vérité.
Je vous l'annonçais en titre, la solidarité s'organise autour du peuple togolais. Des membres de la société civile sénégalaise, mais aussi de la diaspora togolaise, ont haussé le ton pour dénoncer la répression politique à Lomé. Réunis au siège du mouvement FRAPP, ils alertent sur les dérives du président togolais, Faure Gnassingbé et Adema, et son régime, et appellent la CEDEAO à sortir de son silence. D'ailleurs, une grande manifestation pacifique est prévue ce samedi, donc demain, en partance de l'école normale supérieure jusqu'au rond-point Gédo. Le compte-rendu est signé Fatima Touré. À Dakar, des voix s'élèvent contre la répression politique au Togo. Des membres de la société civile sénégalaise et de la diaspora togolaise dénoncent une dérive autoritaire marquée par des arrestations arbitraires et la restriction des libertés. Ils appellent à une mobilisation pacifique ce samedi pour dire non à l'impunité du régime monarque de Faure Gnassingbé. Le peuple togolais, au pays comme dans la diaspora, est fatigué de décennies d'un pouvoir héréditaire qui méprise les aspirations démocratiques et bafoue les droits fondamentaux. Face aux arrestations arbitraires, à la répression brutale incessante et ce récent coup d'État constitutionnel qui vise à faire de Faure Gnassingbé un monarque à vie, notre réponse est et restera la même. Son départ pur et simple. C'est pourquoi, en parfaite synergie avec le mouvement citoyen FRAPP, nous appelons l'ensemble de nos compatriotes et tous les amis de la démocratie à se joindre à nous pour une grande manifestation pacifique et déterminée qui aura lieu demain, samedi 5 juillet 2024, à Dakar. Le député Guy Marius Sagna affirme que le peuple sénégalais se tiendra aux côtés du peuple togolais pour dénoncer un coup d'État constitutionnel. Je dénonce ceux qui, par leur politique dictatoriale, par leur politique néocoloniale, par leur politique antidémocratique, ne donnent d'autre choix au peuple togolais que de sortir dans la rue pour exprimer leur désaccord face à ce que moi j'appelle, sans embâche, un coup d'État constitutionnel, un coup d'État institutionnel. Et moi, Sénégalais, je ne peux pas me taire parce qu'il y a guère longtemps, on s'est battu à coups de dizaines de morts, de plusieurs dizaines de morts pour empêcher cela ici. Devant cet état de fait, il dénonce le mutisme du Parlement de la CEDEAO. Je suis député du Parlement de la CEDEAO, mais je ne suis pas content de la posture du Parlement de la CEDEAO face à ce qui est en cours aujourd'hui au niveau du village africain du Togo. Oui, le Togo est un village africain. Le Sénégal est un autre village africain. De l'école normale au rond-point Gédo, la diaspora togolaise et la société civile sénégalaise vont dénoncer la souffrance du peuple togolais. Cette marche s'inscrit dans une dynamique de solidarité entre peuples africains. Depuis le 18 juin dernier, ils sont en grève et ce lundi, ils ont décidé d'en remettre une couche pour 72 heures renouvelables. Les greffiers affiliés au syndicat des travailleurs de la justice et l'Union nationale des travailleurs de la justice n'ont pas apprécié la sortie du ministre de la Justice, du garde des Sceaux. Résultat, ils disent niet à son projet de formation. Le président du Haut Conseil pour le dialogue social tente d'arrondir les angles et appelle les deux parties à la médiation. Le reportage est de Fatou Bintou Conté. À partir de lundi prochain, ils vont partir encore en mouvement d'humeur. Le syndicat des travailleurs de la justice, Sudjust et l'Union nationale des travailleurs de la justice, l'UNT, continuent le bras de fer avec le ministère de tutelle. Nous avons déjà décrété un mot d'ordre, un nouveau mot d'ordre pour 72 heures à compter du lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juillet. Cette grève entamée depuis le 18 juin ne risque-t-il pas de porter un sacré coup au pacte de stabilité sociale signé ce 1er mai? Au lendemain de la signature du pacte de stabilité, il y a beaucoup de syndicats qui sont aujourd'hui dans les brancards. Et cela pourrait pousser à penser que ça va discréditer le pacte de stabilité. En réalité, il n'en est rien parce que le pacte de stabilité est un instrument
au service du gouvernement et des partenaires sociaux pour régler leurs différends sans recourir à la grève. En tout cas, le communiqué du ministère de la Justice a attisé le feu que les greffiers considèrent comme un revirement spectaculaire. Regrettable, on a constaté un revirement du ministre de la Justice qui s'était engagé à procéder à des réformes de textes problématiques, mais à la dernière minute, il nous a renvoyés au niveau de la fonction publique et nous rejetons ce revirement. Pourtant, le président du Haut Conseil du dialogue social ne trouve pas d'inconvénient à cette formation. Il vient parler d'une formation spécifique. Donc cela veut dire qu'il y a des modalités d'assouplissement de la formation qui est proposée aux greffiers Bac+2. Je crois qu'il faudrait que chacun de nous puisse s'élever et faire preuve de départ. Une formation que le secrétaire général du SYTJUS trouve inappropriée. Non, c'est une formation qui ne s'y est pas et cela ne correspond pas aux engagements que l'État avait souscrits. L'État avait souscrit à un engagement selon lequel on procède à l'évolution du corps et ceux qui sont dans le corps devaient être alignés à la nouvelle hiérarchie. Le président du Haut Conseil du dialogue social appelle les deux parties à faire des concessions, chacun à son niveau, pour trouver un terrain d'entente. Dialogue social, il faut que chacun puisse faire un pas en avant pour que l'on puisse dépasser cela. Et c'est pourquoi je pense que la bonne information doit être donnée à la base, qui comprenne en réalité que passer de Bac+2 à Bac+5 nécessite quand même des sacrifices. Et nous restons dans le secteur syndical pour évoquer cette réaction du secrétaire général national du CELS qui se dit déçu du comportement du gouvernement qui, selon lui, n'a pas l'intention de respecter les accords signés avec les syndicats d'enseignants. Déclaration faite au lendemain de la visite du ministre de l'Éducation nationale à Sédhiou. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du CELS au micro de Bakary Konté Khalid Diamé. Parcouru le document de la loi des finances rectificatives. On n'a pas semblé voir cette question-là. Il semble que, sauf si on se trompe, et ça serait heureux pour nous, nous n'avons pas vu la partie prise en charge de la question des décisionnaires. Mais pire, de sources concordantes, nous avons appris que les projets de décret ont fait l'objet de retour, ont été retournés au secrétaire général du gouvernement. Une sorte de dilatoire, de retour en arrière, de marche à reculons. Une sorte de désapprobation de l'action qui a été engagée, à la grande déception de l'organisation syndicale. Nous nous sentons déçus, nous nous sentons trahis. Nous estimons que la dynamique qui va consister à résoudre la question des décisionnaires n'est pas enclenchée. On a comme l'impression qu'il y a un revirement. Et c'est pourquoi nous estimons qu'il est temps aujourd'hui que le gouvernement reprenne ses esprits, que le gouvernement reprenne ses responsabilités. Il ne faut pas considérer que l'année scolaire est terminée et que par conséquent, on peut tout se permettre. De sources concordantes, les décrets sont retournés pour seconde lecture. Mais pire, nous n'avons pas encore entendu le gouvernement du Sénégal sur la question liée à l'augmentation de l'âge de la retraite des décisionnaires qui le souhaitent. Nous ne l'avons pas entendu sur la question liée à l'imputation budgétaire qu'il faut accorder aux décisionnaires à la retraite. Nous ne l'avons pas entendu non plus sur la revalorisation de la pension de retraite. Et finalement, qu'est-ce que le gouvernement fait des accords qui ont été signés? Qu'est-ce que le gouvernement fait de la parole donnée? Nous le disons avec désolation et nous estimons simplement qu'aujourd'hui plus que jamais, il est temps que chacun prenne ses responsabilités. En tout cas, nous concernant, en tant que syndicat, nous observons, mais nous disons que dans tous les cas, le soleil se lèvera. À Tivaouane-Peulh, alors qu'il pleut à Dakar, et bien sur place, la menace des inondations n'a jamais été aussi réelle pour les habitants du quartier Nimzat Almadi VDN 3. Un promoteur a entamé le remblayage d'un lac naturel pourtant essentiel à l'évacuation des eaux pluviales, mais face au potentiel danger que cela représente, eh bien, les populations ont pris les devants. Elles ont stoppé les travaux et lancé une vaste opération de nettoyage du bassin, une mobilisation citoyenne pour éviter le pire et rappeler l'urgence d'une réponse des autorités. Le reportage est signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassam. À Nimzat Almadi VDN 3, les populations n'attendent pas que le pire se produise. Face au remblayage du lac
qui drainent les eaux de pluie. Elles ont opposé une résistance farouche. Le lac est très menacé. Le lac est en train d'être agressé. Parce que récemment, on a vu des jeunes qu'on ne connaît pas, des jeunes en train de venir faire le remboursement sur le lac. Alors que vous savez, ce lac-là communique avec l'autre. En fait, on est en période d'hivernage. Et cette année-ci, on a vu que le Sénégal, l'hivernage est arrivé très tôt. Plus qu'une opposition, c'est une mobilisation communautaire qui s'est mise en place. Des jeunes, des femmes et même des personnes âgées ont retroussé leurs manches pour nettoyer le lac et désengorger les canaux d'évacuation. On a vu que là où le lac devait passer pour communiquer avec l'autre lac a été complètement touché. Raison pour laquelle, avec le délégué de quartier, on a pris l'engagement de l'ensemble des populations du quartier de faire des cotisations pour trouver des machines, louer des machines pour venir faire le curage complet des voies de canalisation. Mais au-delà de l'urgence écologique, les habitants dénoncent aussi un abandon prolongé de leur localité. La première, c'est l'accès à l'eau potable. L'autre problème qu'on a ici, c'est un problème d'électrification. Le grand problème, c'est le problème foncier. Nous habitons déjà, nous avons construit nos maisons, nous habitons, mais nous n'avons pas encore. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers les autorités locales et étatiques. Les habitants exigent l'arrêt du projet immobilier, la protection du lac, mais aussi un plan d'aménagement structurant pour leur cas. Allez, nous quittons la capitale destination Thiénaba-Khaban. C'est dans la commune de Tasset, département de Thiès. Sur place, les habitants du village encore dans la rue pour réclamer leurs terres affectées à une société agricole. La société en question, à l'origine de l'occupation de ces terres pendant plus de 14 ans, n'aurait pas respecté les clauses de la convention de partenariat selon ces populations. Par ailleurs, le collectif dénonce l'intervention de la gendarmerie sur les lieux de la manifestation. Plusieurs jeunes ont été arrêtés, ce qui a provoqué la colère des habitants de Thiénaba-Khaban, mais pas que, la colère également des villages environnants. Les détails, c'est avec Cheikh Anta Diop et Saïda Tia. Les habitants encore dans la rue pour dénoncer l'accaparement de leurs terres. Nous sommes à Thiénaba-Khaban, dans la commune de Tasset, là où se trouve Senfruit, qui est la société qui exploite notre ferme agricole. Ça fait 2 à 6 mois que nous sommes en train de démarcher, d'aller voir les autorités pour récupérer nos terres. Parce que la société qui les a occupées de 2011 à aujourd'hui continue de les occuper, exploiter la population, payer des salaires misérables avec des conditions extrêmement difficiles. Il n'y a pas de pause, ils les utilisent. Le collectif mis en place n'y va pas par 4 chemins pour pointer du doigt la responsabilité des forces de l'ordre qui, dit-il, sont intervenus pour arrêter beaucoup de manifestants. Et par notre grande surprise, 4 véhicules de la gendarmerie sont venus gazer la population et les ont embarqués tous, conduits au niveau de la gendarmerie à Noto. Vous avez vu, il n'y a que des femmes et des enfants qui restent dans le village. Embarquer la population et croire que ça va intimider le village, c'est de mal connaître cette population. Dr Detchengom revient sur les points de divergence avec la société agricole qui exploite leurs terres. La convention de partenariat est expirée le 31 décembre 2024. Nous avons essayé de les rencontrer pour discuter sur une nouvelle convention de partenariat. On a fait 3 mois sans qu'on puisse s'asseoir avec eux. Leur porte-parole rappelle que le collectif, dans un esprit constructif et à travers plusieurs plaidoyers, a entrepris des démarches auprès des autorités administratives, mais en vain. Et alors, passons à l'économie. Suite à son audience avec le représentant résident du Fonds monétaire international, le Forum du justiciable se félicite de l'engagement constant du FMI à poursuivre son accompagnement en faveur du Sénégal. Le Forum se réjouit du dialogue permanent qu'entretiennent le Sénégal et le Fonds monétaire international dans le but de parvenir, dans les meilleurs délais, à la mise en œuvre d'un nouveau programme. Le Forum du justiciable qui toutefois recommande à l'État d'accélérer le processus de certification des données et de le transmettre dans les meilleurs délais au FMI. À l'endroit de l'institution, le Forum appelle à travailler en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises. Cela dans le but d'identifier des solutions rapides et durables concernant le gel des décaissements en faveur de l'État du Sénégal. Parlons à présent des usagers des engins à 2 roues qui se plaignent du fait que certaines compagnies d'assurance refusent la souscription à leur service, une doléance que le réseau sénégalais des organisations d'usagers de 2 roues a soumis
au fonds de garantie automobile au cours d'une rencontre entre les deux parties qui entendent ainsi dérouler une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Nous écoutons tout de suite le président du Résoudre et l'administrateur du fonds. Leurs propos sont recueillis par Ibrahima Kane et Amadou Ba. Il y a des compagnies d'assurance qui nous acceptent la souscription, mais d'autres non. Toutefois, nous allons discuter avec elles pour savoir quel est le problème. Il faut que les conducteurs soient dans la légalité. Si vous avez une moto, vous devez avoir un permis de conduire. La moto doit avoir une plaque d'immatriculation et une carte grise. Elle doit être aussi assurée. Le conducteur doit porter un casque et des chaussures fermées. Nous allons sensibiliser la population sur le respect du code de la route. Nous allons faire un plaidoyer au niveau des compagnies d'assurance avec la fédération pour que d'abord qu'ils puissent entrer en contact avec le Résoudre, en parler avec eux du secteur, mais aussi sur le défaut d'assurance. Ils ont émis un certain nombre de points sur le pourquoi qu'ils ne soient pas assurés. Donc je pense que les compagnies d'assurance doivent les recevoir afin de les sensibiliser et de leur dire qu'ils ont l'obligation de s'assurer. Donc de les accompagner afin qu'ils puissent s'assurer. Allez, culture à présent, Souleymane Bachir Diagne, lauréat du Grand Prix Hervé Delouen de l'Académie française. Le philosophe sénégalais a été désigné par l'Académie française qui lui a décerné ce prestigieux Grand Prix, récompensant ainsi son apport majeur au rayonnement de la langue et de la pensée française à l'échelle mondiale. Toutes nos félicitations au doyen Souleymane Bachir Diagne. Le sport à présent avec cette interview du sélectionneur national de l'équipe nationale de football féminin à 2 jours du coup d'envoi de la CAN féminine de foot pour les Lionnes. Eh bien, le sélectionneur affiche ses ambitions en conférence de presse ce vendredi. Il a insisté sur l'importance de bien démarrer la compétition, surtout face à la République démocratique du Congo. Ce sera donc ce dimanche à 14h GMT. Moussa Sissé que nous écoutons au micro d'Ibrahim Akana. De la haute compétition. Maintenant, ça, c'était l'objectif. Nous avons beaucoup appris de cette CAN. Et aujourd'hui, l'autre objectif, c'était d'être régulier dans la compétition, de tout faire pour revenir pour la 2e fois successivement à cette compétition. Et donc, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes dans notre évolution naturelle. Nous sommes là pour essayer de continuer à écrire l'histoire du football féminin du Sénégal. Et ça passe par participer à des compétitions de haut niveau. Et nous venons dans cette compétition-là, avec notre humilité qui nous a toujours caractérisés, mais aussi l'ambition de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'écrire une nouvelle page du football féminin en essayant de faire mieux que ce que nous avons fait la dernière fois, essayer d'aller le plus loin possible dans. Allez, du football, nous passons au basket en vue de l'afro-basket masculin du 1er au 24 août en Angola. Le sélectionneur Ngagne Desagana Diop vient de publier une présélection de joueurs. La présence du pivot Takofal est la grande nouveauté de cette liste où l'on note la convocation de 2 lionceaux U18, Karasen et Nax Ndiaye. Les Lions vont établir leur camp de préparation à Valence en Espagne, une préparation qui comprend un match amical contre l'équipe de France le 28 juillet prochain à Paris, ainsi que la participation à un tournoi du 29 juillet au 5 août en Italie. Et voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Mais restez avec nous. Tout de suite, la deuxième partie du Soir d'Info. Nous parlons d'une œuvre émérite, une si longue lettre de Mariama Ba, devenue désormais un film culte. À tout de suite.